Dans un premier temps, nous allons avoir le mot de bienvenue du président de l'association étudiant 221. Et après, il sera suivi par le mot d'accueil du vice-président étudiant qui représente les étudiants donc, au conseil d'administration de la Sorbonne Nouvelle, donc le vice-président étudiant, M. Abdoulaye Diallo, qui lui aussi va nous dire un mot parce que c'est lui qui nous accueille ici quand même. Le vice-recteur, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est représenté ici par le vice-recteur, M. Bachir Niang, qui va prendre la parole, suivi de l'ambassadeur qui ouvrira cette conférence, avant maintenant de donner la parole à nos conférenciers, hein, dans l'ordre honneur aux dames d'abord, hein, puis Maître Bargès et ensuite l'honorable Omar Pen, comme j'aime l'appeler. Donc, Henri, pour le mot de bienvenue, vous avez la parole. Merci. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en France, chers invités d'honneur, chers invités étudiants, chers intervenants, bienvenue à cette conférence. Mais que dire de l'Afrique face aux défis de la transition écologique et du développement économique? Je ne suis pas un spécialiste, mais le discours qu'on nous tient très souvent est que l'Afrique est le continent qui pollue le moins et qui subit le plus les effets du réchauffement climatique. Mais est-ce que cela nous apprend quelque chose de nouveau, chère audience, sur le continent africain? Au contraire, cela vient tout simplement exacerber, souligner encore le paradoxe africain. Par exemple, dans le domaine économique, si on prend l'exemple des ressources naturelles, l'Afrique est le continent qui renferme, qui regorge le plus de ressources naturelles. Mais est-ce que cela se ressent dans le niveau de vie des populations africaines? Est-ce que cela se ressent dans le niveau de développement de nos États? Non, au contraire, l'Afrique renferme le plus de pays pauvres et endettés qui comptent sur l'aide internationale ou encore qui comptent sur les financements internationaux pour financer son budget et dont le PIB n'arrive même pas à rembourser le service annuel de la dette. Ça peut être regardé comme une manière glauque de commencer cette conférence, mais c'est juste une manière de poser un constat. Ce n'est pas un discours pessimiste, ni un discours de résignation, mais un discours pour poser un constat de l'apparent cercle vicieux dans lequel nous nous trouvons et dont nous n'arrivons pas à percevoir le bout du tunnel. Ce constat étant fait, j'aimerais faire une transition de contextualisation en citant quelques mots. On pourvoit l'éclairage des villes, des villages. On allume la nuit. On le fait très bien. Des réverbères au niveau des carrefours, des places publiques. Quand donc comprendra-t-on que la nuit, l'obscurité peut également se faire dans le monde moral, dans le monde des idées, et qu'il faudrait rallumer les flambeaux dans nos esprits. À travers ces quelques mots de Victor Hugo prononcés dans son discours de 1848 pour défendre le budget de la culture, je pose le cadre des quelques mots que je voudrais échanger avec vous, qui tourneront autour de deux axes, la sensibilisation et l'engagement. Pourquoi la sensibilisation, chers camarades? Parce que si on fait l'analogie avec le vocabulaire agricole, nous sommes en période, disons, d'abondance. Les universités, les formations et les diplômes auxquels nous aspirons ne constituaient que des rêves pour nos parents. Ils se sont donc sacrifiés, ils ont mené un combat en espérant que demain, les portes qui leur sont fermées puissent être ouvertes aux générations qui vont venir plus tard. C'est donc les fruits de ce combat que nous sommes en train de récolter. Mais nous qui aujourd'hui sommes aspirants avocats, informaticiens, génie mécanique, linguistes, informaticiens, communicants, ou que sais-je encore,
Que faisons-nous de cette connaissance qui nous permet d'avoir les moyens de comprendre les enjeux, dont cet enjeu qui est celui du réchauffement climatique? Cette question nous pousse à remettre en question un peu nos objectifs. Notre objectif ne peut plus seulement être de venir en France, de réussir nos études, de trouver une bonne situation, de mener une belle vie, d'aller de temps à autre en vacances en Afrique, de se bronzer au soleil et de narguer nos cousins du bled. Cette connaissance que nous acquérons dans ces amphis, dans ces salles de TD, au sein de ces universités, cette connaissance demande un engagement, une contrepartie. Cette connaissance demande la responsabilité de la sensibilisation. Et d'ailleurs, c'est de sensibilisation dont il s'agit aujourd'hui pour cet événement, cette manifestation, cette conférence, qui est animée par un panel d'experts qui encadre, je pense que vous serez d'accord avec moi, l'ami des étudiants qui est ici présent. Remerciements en particulier à Maître Bargès, qui, malgré un agenda très chargé, nous a fait honneur d'être présent ici aujourd'hui. Maître Bargès, peut-être certains s'y méprendront en croyant qu'il vient nous offrir, qu'il vient nous présenter une vision de l'Afrique face aux défis de la transition écologique et du développement économique avec des lunettes d'occidentaux. Mais détrompez-vous parce que Maître Bargès est venu nous apprendre une leçon. Il ne faut pas se fier aux apparences. Maître Bargès connaît très bien l'Afrique et je pourrais même m'aventurer à dire plus que la majorité des personnes qui sont ici présentes, parce qu'il a vécu en Afrique et il travaille avec énormément de pays africains, notamment sur le financement de grands projets dans le domaine des énergies. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est à sa place et il nous parle d'un de ses sujets de prédilection, le climat. Remerciements en particulier également à Madame Mariam Fofana, également homologue présidente d'association estudiantine, la MECAS de Paris 1. Madame Mariam Fofana qui aujourd'hui est là présent et au-delà des points intéressants sur lesquels elle va intervenir, représente une symbolique. La symbolique de la jeunesse qui assume sa mission. Une jeunesse qui, bien formée, insérée professionnellement, assume pleinement sa responsabilité, celle de sensibiliser. Et en le faisant, elle s'engage. Et c'est bien d'engagement également dont il s'agit aujourd'hui. Cela peut paraître un simple mot, mais ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que c'est un mot qui nous permet de résumer 50 ans. 50 ans de carrière d'un artiste que nous avons aujourd'hui la chance de côtoyer. De la cause estudiantine au climat, Omar Pène a toujours employé sa plume à éveiller les consciences sur les enjeux sociétaux. Il s'est attelé, pour ainsi reprendre les mots de Victor Hugo que j'ai cités en préambule, à rallumer le flambeau dans nos esprits. Peut-être suis-je trop jeune pour vous résumer ces 50 ans, mais je me rappelle que ma jeunesse a été bercée par ces mélodies apaisantes dans la chambre de mon défunt oncle Théo. Engagement, chère jeunesse. Alors pour terminer, engageons-nous. En adoptant cette posture, ce n'est pas parce que nous écoutons un discours et nous l'appliquons religieusement, le discours néocolonialiste et paternaliste de certains pays qui viennent nous donner la marche à suivre, mais nous adoptons le comportement d'une personne qui, face à un problème qui le touche et qui touche sa famille, qui touche toute sa race, décide de réfléchir et de trouver une solution qui lui est propre. Et ce faisant, elle comprend que ce n'est pas à travers l'aide extérieure, ce n'est pas à travers des études qui viennent d'institutions et de personnes qui sont totalement déconnectées de nos réalités que nous allons nous développer. Enfin, il est très pratique, il est très bien de participer à ce genre d'événement, de faire semblant d'écouter le premier intervenant, de feindre de prendre note lorsque le deuxième intervient, et à la fin, prendre notre bol de tiep, l'accompagner d'un verre de jus de bouille ou de bissap pour les plus téméraires, et de quitter la salle. Mais, chers camarades, je voudrais aujourd'hui que nous prenions la mesure de la chance que nous avons d'avoir ce panel d'experts qui vient intervenir pour encadrer cet artiste, ce monument de la culture, de la musique sénégalaise, de la musique africaine. Et je voudrais que nous sortions de cet amphi avec des informations, des idées qui nous permettent de poser des actes concrets et de mener des réflexions fructueuses sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire le climat. Car il serait déraisonnable, excusez-moi pour terminer,
de considérer que le triste héritage que nous partageons nous a été légué par un parent lointain ou par nos dirigeants. C'est tout à notre honneur de considérer que nous sommes collectivement à l'origine de cet héritage. Le meilleur gouvernement, les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs consuls, les meilleures délégations permanentes auprès des organisations internationales ne pourraient suffire à régler ce problème. Si nous prenons compte de cela et que nous adoptons ce comportement, que nous nous mettons en face de notre responsabilité historique, les obstacles qui se dressent devant une Afrique qui aspire au développement économique en phase avec le respect de l'environnement nous paraîtront moins insurmontables. Je vous remercie. Je vous souhaite une... Merci, Monsieur le Président Henri. Le très dynamique président. Mais je ne pense pas qu'après 50 ans de carrière, qu'on veuille s'amuser à encadrer l'honorable Omar Pène. Maître, c'est un risque. Je préfère que vous l'accompagniez pour la conférence ou bien l'encadrer. Alors là, nous allons donner la parole à Abdoulaye Diallo, donc vice-président des étudiants ou étudiants? Étudiants, voilà. De Paris 3 Sorbonne Nouvelle qui nous accueille dans cet amphithéâtre. Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi et à la fois très satisfait de voir cet amphi presque rempli des jeunes. Bon, je vais dans ce sens-là. Je ne vais pas aller très long. Le mot, ce sera juste de parler au nom de la Sorbonne Nouvelle, étant vice-président étudiant, c'est-à-dire l'interlocuteur privilégié entre les étudiants, les associations et l'ensemble des personnels de l'université, mais aussi les instances dirigeantes de cette université. Ce qui fait que j'ai le plaisir de vous accueillir ici, mais aussi Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et les autres invités, pour ne pas citer tout le monde, car nous allons être rattrapés par le temps. Pour finir, car je ne vais pas aller très long vraiment, c'est de dire aujourd'hui la jeunesse que je vois ici, en répétant le mot de ma satisfaction. Le continent, l'Afrique que nous évoquons ici aujourd'hui, il est de notre responsabilité, nous la jeunesse, de prendre l'engagement de la protéger. Et la protéger comment? Il nous faudra un engagement. Il faut s'engager dans la vie associative, la vie universitaire, etc. Car c'est en s'engageant que nous allons réussir à faire pas mal de choses et à trouver des solutions, etc. etc. Donc voilà, je vais finir là-dessus en vous souhaitant la bienvenue à la Sorbonne Nouvelle au nom du président, mais aussi de tous les étudiants de cette université. Soyez la bienvenue ici et profitez de ce beau campus qui est tout neuf. Donc voilà, bonne conférence. Merci beaucoup, Abdoulaye. Monsieur le vice-recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, je pense que vous êtes ici dans un environnement que vous connaissez, que vous maîtrisez. Donc, à vous la parole. Monsieur Bachir Niang, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai certainement le même problème que tout le monde, c'est d'être rapide dans mes propos, puisque je pense que tout le monde attend avec impatience Omar Pène. Les gens sont là pour Omar Pène. Et je voudrais être très rapide et juste aller dans le sens de remercier. Remercier d'abord cette association d'étudiants qui est à l'origine de tout, Excellence. Remercier l'ambassade du Sénégal à Paris. Au-delà des remerciements, remercier bien sûr Omar Pène. Me féliciter d'être là et dire toute mon admiration et ma satisfaction en tant que professeur d'université à retrouver des étudiants en 2022 qui ont cette posture
par rapport à la science et par rapport à notre humanisme. Il y a tellement de discours et de pratiques sur l'employabilité des jeunes, tellement de discours sur l'employabilité et la manière de former des cadres aujourd'hui, que de plus en plus d'étudiants est enfermé dans un couloir où il doit être formé pour exercer une profession précise. C'est pourquoi je suis très satisfait par ce dynamisme que vous avez, au-delà de vos spécificités académiques particulières, à embrasser des problématiques générales telles que celles relatives au climat et qui nous intéressent aujourd'hui. Cela manifeste que vous êtes sur le chemin d'être des intellectuels, car être intellectuel, c'est d'abord avoir la possibilité de s'indigner. Et par rapport à cette dynamique, vous êtes en train de vous indigner sur une réalité qui est là, une réalité environnementale qui est catastrophique. Vous avez un coup de gueule, un coup de cœur, et cela montre encore une fois que vous êtes en train d'avoir une posture de leader au-delà de vos spécificités personnelles et académiques. Être un leader, c'est savoir saisir les problématiques de son temps, c'est savoir les approcher avec une certaine aisance, et c'est savoir, tant bien que mal, essayer de trouver des solutions à cela. C'est pourquoi je dis qu'en tant que professeur d'université et vice-recteur, je suis particulièrement satisfait par cette dynamique que vous avez aujourd'hui. Je voudrais, au-delà de cela, remercier encore tout le monde, puisque cette rencontre est un trait d'union entre des générations, bien sûr. La mienne, qui est déjà un peu, pas sur la sortie, mais bon, qui est plus ou moins ancienne. Et puis, je vois des gens de générations différentes ici. C'est un trait d'union entre l'université et le monde socio-économique de manière générale. C'est un trait d'union entre les Sénégalais de là-bas, comme moi, et les Sénégalais d'ici. C'est un trait d'union entre des institutions, puisque le représentant de l'État du Sénégal est là. Tout à l'heure, nous avons été reçus par monsieur le président de cette université. Cette manifestation est un trait d'union entre beaucoup de choses, ce qui est excellent, je pense. Et encore une fois, je voudrais remercier cette association, remercier son Excellence, remercier M. Omar Pène, qui est l'ami de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'avoir associé cette université Cheikh Anta Diop de Dakar à tout cela. Je vous remercie encore tous. Merci. Merci beaucoup, M. Niang. Nous allons maintenant donner la parole à une autorité sans qui cette cérémonie n'aurait pas eu lieu. Il nous a permis de recevoir, évidemment, Omar Pène, mais de faciliter cette conférence, de pouvoir partager avec les étudiants, pas seulement africains, mais de tous bords. Je veux nommer son Excellence, l'ambassadeur du Sénégal en France, son Excellence M. El Hadj Maguette Sèye. Merci Ousmane. D'abord saluer notre honorable invité, l'artiste-compositeur Omar Pène. Saluer le vice-recteur représentant l'Université Cheikh Anta Diop. Saluer mon ami l'ambassadeur Keïta, qui est venu nous honorer aussi de sa présence. Monsieur le consul général du Sénégal à Lyon, Monsieur le ministre conseiller de l'ambassade du Sénégal en France, Monsieur le chef de service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, qui est votre patron. Il faut bien l'applaudir. Il est votre patron, il faut l'applaudir. Maître, je vous salue aussi. Madame, je vous salue. Bien sûr, je salue particulièrement le président de l'association étudiants 2021 et surtout celui qui nous accueille ici, le vice-président étudiant de l'université Sorbonne Nouvelle. Je vous salue toutes et tous, bien sûr notre conseiller culturel et l'ensemble des membres de l'ambassade. Monsieur le vice-recteur, après votre cours magistral, je m'étais dit, je m'abstiens de prendre la parole, sinon pour dire merci d'être présent. Mais vous avez raison, nous avons aujourd'hui une conjonction très heureuse. C'est la culture
qui est un excellent véhicule, un excellent vecteur, qui permet de transmettre de manière fulgurante, très rapide, des informations, des causes, et qui permet aussi de retenir et de graver dans la mémoire collective et individuelle des choses essentielles. Nous avons la jeunesse, qui est non seulement l'avenir, mais qui est aussi le porte-flambeau, qui est la force vive, qui permet d'avancer dans la sécurité, dans la sûreté, mais qui est surtout l'espoir. Nous sommes dans un cadre universitaire, cadre d'échange, de culture, d'enseignement, de formation, de façonnement des esprits. Quelle belle conjonction donc, pour traiter d'un thème qui est au cœur des préoccupations de l'ensemble de nos pays, le climat et l'environnement. Climat et environnement, vous avez parfaitement raison. Il nous faut, dans de tels cadres, avec un tel aéropage, réfléchir sur les problèmes, mais sur les solutions que nous proposons surtout. Le problème, il est bien diagnostiqué. Quelles sont les solutions? Nous avons, dans le cadre, nous, de nos activités et de nos responsabilités d'acteurs étatiques, des solutions que nous mettons sur la table. Mais nous avons besoin de notre jeunesse, de la société civile, de la culture, pour pouvoir des fois nous amener à des solutions innovantes. Nous réfléchissions il y a quelques jours entre Sénégalais et Français sur les solutions de réponse aux crises climatiques. Et nous nous disions, est-il normal qu'on puisse, face à un problème global qui nous affecte tous, avoir des schèmes de solutions? Parce que des fois, c'est des schèmes de solutions. C'est comme des camisoles. C'est dire, bon, il faut faire ceci, il faut le faire en France, il faut faire la même chose au Sénégal. Est-ce qu'on doit les aborder comme ça? Est-ce que nous avons les mêmes impacts? Est-ce que nous avons les mêmes environnements? Le changement climatique au Sénégal, par exemple, c'est des inondations alternées de sécheresse, mais quelles sont les implications? Ici, peut-être c'est 2 journées enneigées qui posent quand même des problèmes, mais au Sénégal, c'est peut-être une sécheresse qui entraîne une crise alimentaire et qui fragilise non seulement des foyers, mais une structuration sociale. Donc, quelles sont les solutions à envisager et comment les adapter aux différents contextes que nous vivons? Et ces réflexions, nous les attendons de vous. Porter le flambeau de l'Afrique, nous l'attendons de vous. Il faut trouver des solutions aux problèmes africains, des solutions africaines aux problèmes africains. Et qui mieux que la jeunesse pour pouvoir aider à cela, porter ces messages d'une Afrique qui pousse, c'est l'arbre là-bas, qui pousse et qui porte l'espoir de tout un continent, de tout un peuple. Nous l'attendons de vous. Nous l'attendons d'un homme comme Omar, par son engagement permanent, constant, je dirais même sa passion pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour la jeunesse. Merci Omar d'être là. Merci de nous avoir accueillis et commençons la conférence en écoutant nos brillants panélistes. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Nous allons bien évidemment commencer, mais commencer par par entrer par la bonne porte. Donc, honneur aux dames. Nous allons donner la parole à madame Mariam Fofana, qui est consultante à l'OCDE et anciennement conseillère à la mairie de Paris en charge de la transition écologique. Donc, madame Fofana, je pense que vous êtes bien placée pour nous parler d'écosystème et tout ce qui s'ensuit. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, Mariam Fofana, je présente rapidement. Donc, j'ai été collaboratrice de cabinet pour l'adjoint à la maire en charge de l'économie circulaire et solidaire à Paris. Ensuite, conseillère pour l'adjoint en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie à Paris également. Et j'exerce aujourd'hui en tant que consultante analyste à l'OCDE, donc, qui est l'organisation économique de coopération et de développement qui siège ici à Paris, sur des questions de gouvernance de l'eau, de l'économie circulaire. Nos activités touchent tous les continents du globe et on travaille également en étroite collaboration avec de nombreux pays africains.
Donc aujourd'hui, je pense que alors, c'est un honneur déjà d'être parmi vous pour pouvoir parler d'un sujet qui me porte énormément depuis quelques années. La question de l'environnement et la question du développement en Afrique, c'est une question qui est aujourd'hui incontournable. On ne peut pas faire sans. Mais le constat, il est quand même à poser. Je pense qu'on le sait tous aujourd'hui, l'impact du changement climatique a des effets conséquents sur le continent africain. On en parle en Europe comme quelque chose qui viendrait dans le futur. En Afrique, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Les conséquences, elles sont palpables. On l'a vu l'année dernière à Madagascar, plus de 30 000 personnes en situation de famine, 1 million de personnes en situation de grande faim. On le voit en Éthiopie où les sécheresses ne cessent d'affaiblir les populations. On l'a vu aussi, on le voit au Sahel avec la désertification, comme le disait bien l'ambassadeur, des phases de sécheresse, d'inondation, donc un stress hydrique important. Et face à tout ça, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on s'adapte? C'est une question fondamentale, puisqu'on sait très bien que d'ici 2060, l'Afrique portera plus de 26% de la population mondiale. Donc on parle d'un nombre conséquent d'individus concernés par ces impacts. Et puis cette augmentation de la population, elle se condense à travers les villes qui sont des acteurs incontournables aujourd'hui de l'économie, du développement africain, des villes qui vont continuer de grossir. On est déjà face à 3 mégapoles. On a le Caire, on a Kinshasa, on a Lagos, mais d'ici 20-30 ans, les villes vont continuer de grossir. On aura Nairobi, on aura d'autres villes qui vont prendre de l'ampleur, le Cape Town aussi. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on renforce son métabolisme urbain, comment est-ce qu'on arrive à créer de la résilience en Afrique pour lutter, anticiper face à des impacts qui vont se montrer de plus en plus importants. Donc face à tout ça, comment réagit la communauté internationale? Donc on l'a vu durant les COP qui se sont suivis, COP 27, COP 26 un petit peu avant, on parle de pertes et de préjudices, de réparations, etc. Mais on est face à des fonds qui, en fait, sont souvent des prêts qui vont, encore une fois, selon moi, mettre une pièce en plus dans la dépendance des pays plus en voie de développement face aux pays développés. La question, c'est aussi quelles sont les solutions en Afrique? Quel est le potentiel africain pour lutter, s'adapter convenablement face aux choses qui vont arriver? Et ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que les solutions, elles sont présentes, elles sont réelles. Et pour ça, il va falloir avoir une approche qui me semble être une approche, on va dire, éclairée sur la gestion des ressources. Donc les ressources, qu'elles soient à la fois matérielles, naturelles, mais aussi penser la gouvernance. Ces 3 éléments que j'ai identifiés comme majoritaires pour les années à venir. Quand on parle de gestion des ressources matérielles, de quoi on parle concrètement? On parle des flux. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que l'Afrique est un pays qui exporte énormément, mais qui dépend aussi beaucoup de l'importation de matières secondaires. Donc, on a aujourd'hui une gestion, par exemple, des déchets qui est assez irrégulière avec des pays développés qui viennent décharger leurs produits de seconde main de manière parfois illégale, en tout cas de manière archaïque. Comment est-ce qu'on arrive, dans un contexte de transition écologique, à avoir une politique de gestion des déchets qui vient améliorer la gestion de ces flux-là? On ne peut pas continuer. Par exemple, on se rend compte au Ghana que si on arrive à conventionnaliser, ou en tout cas, on arrive à intégrer l'économie de récupération des déchets de manière beaucoup plus conforme, on peut avoir des milliards de dollars de bénéfices. On peut créer de l'emploi, on peut créer de l'économie sur la base de la réparation, du réemploi, de la gestion des déchets. Et c'est déjà des dynamiques qui sont réelles en Afrique. Les gens savent réutiliser, savent réparer, savent réemployer. Donc, il faut mettre ce talent au profit du développement économique dans un contexte qui le demande, qui nécessite une meilleure gestion des déchets. Sur la question, par exemple, des ressources naturelles, moi, je travaille essentiellement sur les questions de l'eau. Donc, l'eau, une ressource fondamentale, à la fois pour le développement, mais aussi pour la question de transition écologique. L'eau ne manque pas en Afrique.
L'eau ne manque pas. L'eau a du mal à être suffisamment bien exploitée. On se rend compte qu'il y a des pays, par exemple, si on regarde l'Afrique du Nord, où les ressources sont quand même beaucoup plus lacunaires. 90% de la population a un accès à l'eau. En Afrique, même dans les zones les plus humides, quand on regarde l'Afrique centrale, par exemple, l'accès à l'eau n'est pas aussi simple. On a encore un Africain sur deux qui fait plus de 10 km pour avoir accès à une ressource en eau. Ça, c'est une perte énorme dans la productivité économique. C'est une perte énorme sur le potentiel de l'emploi. Les femmes qui sont souvent en charge de ce type d'activité ne sont pas incluses dans le tissu économique pour vraiment créer de la valeur. Donc, amener ces ressources en eau, mieux gérer ces ressources en eau, c'est quelque chose de fondamental, à la fois pour l'agriculture locale, à la fois pour la dignité, pour l'éducation des enfants. C'est un élément qui permettrait de vraiment déployer le potentiel africain sur énormément de volets. Mais c'est vrai qu'au niveau de la gouvernance, on se rend compte qu'il y a des manquements. Même si la gestion en eau est en général présentée par les pays africains comme une priorité, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a moins de 0,27% du PIB qui est consacré à ce secteur-là. Donc, il y a un besoin aussi de prise de conscience de la part des responsables politiques de vraiment implanter et investir dans un secteur qui va être un secteur central pour la question environnementale en Afrique. Donc, parlons de gouvernance. Comment est-ce qu'on pense la gouvernance en Afrique? Comment est-ce qu'on pense l'écologie en Afrique? On ne peut pas transposer des solutions occidentales dans un contexte africain avec des enjeux purement africains. Il va falloir penser local, il va falloir penser à l'échelle micro. Il va falloir travailler de manière étroite avec des acteurs locaux qui sont en lien direct avec les populations. Il va falloir comprendre comment les Africains pensent, comment ils vivent, comment ils bougent, comment... Aujourd'hui, on parle de grosses villes, de mégapoles. Oui, effectivement, mais il y a énormément de villes moyennes qui se créent tout autour, qui viennent créer des ponts avec les espaces ruraux. Tout ça, il faut pouvoir le compter. Comme on dit souvent en anglais, if you can't measure it, you cannot manage it. On ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Donc, renforcer la connaissance de l'environnement à la fois territorial, à la fois naturel, pour pouvoir amener des solutions qui soient pertinentes. Pour moi, ça va être la pierre centrale des solutions pour répondre aux enjeux qui vont être les nôtres dans les années à venir. Et les solutions existent déjà et elles commencent à émerger. On se rend compte, par exemple, qu'en 2016, les pays africains ont mené l'alliance économique pour l'économie circulaire à travers plusieurs pays. C'est une initiative incroyable. On se rend compte qu'on est capable de créer un réseau de l'économie circulaire. Enfin, plus précisément, ce que c'est sortir de l'économie linéaire, de produire, consommer, jeter, pour aller vers une économie qui, justement, pense la prévention du déchet et pense le réemploi de la ressource pour la garder dans le système. Et ça, c'est quelque chose que les Africains savent faire, savent le faire. Ils ne jettent pas. Au contraire, le déchet est une ressource. Et donc, à nous de savoir l'exploiter au maximum. On se rend compte qu'il y a des initiatives au Mozambique, à Kilimani, où des associations travaillent étroitement sur ces questions d'économie circulaire-là. On se rend compte aussi beaucoup d'écoles qui sont créées au Burkina Faso avec des matières locales, des produits locaux. Donc, les ressources sont là. Maintenant, il faut accompagner les acteurs, aller vers une gouvernance qui soit proactive et volontaire. Et je pense que toutes les ressources sont là, il faut simplement prendre conscience. Et comme disait Felwine Sarr, l'économiste que j'affectionne particulièrement, il ne s'agit pas d'un retour au passé, mais d'un recours au passé pour trouver les solutions de demain. Voilà. Merci beaucoup, Mariam. Excusez-moi, je vais juste poser une question à Mariam. Mariam, merci pour l'intervention d'abord. Je sais que tu es membre de la MECAS, tu es notre présidente. Si je peux présenter un peu la MECAS en 1 minute et je redonne la parole à monsieur. Bien sûr, la MECAS. Donc, la MECAS, c'est l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Une association qui est affiliée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui existe depuis 1996. Donc, l'association est très ancienne. On a été créée par des étudiants africains il y a plusieurs années. L'association était en train de un peu mourir. Et puis, en 2000,
2018, on a repris de l'activité et aujourd'hui, on travaille essentiellement sur des questions à la fois économiques, politiques, aussi culturelles, en lien avec le continent africain. Une association qui pense les solutions les enjeux africains, pense les solutions apportées par les Africains. Et donc, on rédige énormément d'articles, on organise des conférences à la Sorbonne, on a organisé aussi, on est en train de mettre en place des systèmes de solidarité, de fonds pour venir parrainer et accompagner des enfants en situation de précarité en Afrique. Et donc, voilà, on est très engagés. On a vocation à rester en lien étroit avec les populations africaines, puisque c'est une association qui est essentiellement constituée d'afro-descendants issus de la diaspora. L'idée, c'est de savoir comment est-ce que nous aussi, en tant qu'acteurs issus de la diaspora, on arrive à travailler de manière constructive et solidaire avec les Africains qui eux, sont pleins de ressources et plein de solutions et on a plein de choses à apprendre d'eux. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram et à suivre nos activités. Merci beaucoup. J'en parlerai après plus tard de l'AMICAS. Voilà, parce qu'il y a un projet actuellement qui est en cours sur l'Empire des enfants. Il y a une campagne de récolte de dons où actuellement on est en train de récolter des fonds pour les enfants. Donc vraiment, avant la fin de la conférence, on compte sur vous pour récolter de l'argent et l'offrir aux enfants. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, mon cher. Nous allons maintenant donner la parole à Maître Marc Bargès, qui lui est spécialisé dans le financement des projets énergétiques en Afrique. Maître Marc Henri a beaucoup d'admiration pour vous et vous fait connaître l'Afrique mieux que nous tous. Alors, j'espère qu'on va en apprendre dans votre intervention. Merci. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis honoré d'être parmi vous et de pouvoir vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, je ne viens pas ici pour vous proposer des solutions, mais juste pour partager un petit peu certaines des connaissances que j'ai et pour vous aider à vous prendre les décisions et arriver à vos propres solutions. Je pense que les propos qui ont été tenus plus tôt étaient très utiles et très importants, c'est-à-dire que les solutions qui conviennent à l'Europe, aux États-Unis, à l'Asie, sont les leurs. Celles qui conviendront à l'Afrique sont celles de l'Afrique. Chaque pays, chaque région a ses ambitions, a ses challenges, je dirais. Et c'est à chaque pays de trouver ce qui lui convient mieux. Ce qui peut marcher bien en Angleterre, les panneaux solaires en Angleterre, ça n'a pas de sens pour vous donner un exemple, vu la pluie et le climat. Par contre, au Sahara, ça a beaucoup de sens. Et donc, déployer un investissement dans le domaine de l'énergie, là où c'est le mieux placé, c'est très important. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans mon domaine, qui est le financement de projet. Donc, qu'est-ce que je fais dans mon travail? C'est que je permets le déploiement de capitaux de grandes sociétés, notamment de grandes institutions financières, que ce soit les institutions financières publiques ou privées, pour permettre justement l'avènement de grands projets énergétiques, mais aussi d'infrastructures et d'autres. Et donc, dans ce contexte-là, peut-être pour me présenter en quelques mots, je suis franco-anglais. J'ai eu la chance d'être né en Angleterre, de grandir en France, de passer un certain nombre d'années en Afrique de l'Est, d'habiter aussi en Asie. Et à travers ces expériences, et ça fait 20 ans maintenant que je finance des grands projets d'infrastructure et d'énergie, notamment en Afrique. À travers ces projets, j'ai notamment travaillé sur la plus grande centrale à charbon électrique d'Afrique, de Safiec, au Maroc. Mais j'ai aussi fait des dizaines, voire des centaines de projets éoliens, solaires, de la géothermie, des barrages hydroélectriques, des projets HFO, comme je dis, c'était plutôt au Mali. Donc, j'ai touché toute la panoplie des projets énergétiques. Et le constat, c'est que vous avez besoin de tout. Vous n'avez pas simplement besoin d'énergie renouvelable. Ce n'est pas une panacée. Mais ça va faire partie, ça va être une part importante de la solution à votre problème. L'énergie, sans énergie, il n'y a pas d'économie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'industrie. Et donc, l'énergie est au cœur du développement économique d'un pays. Et donc, c'est fondamental. Et renier, empêcher à l'Afrique d'avoir ce développement énergétique, c'est empêcher le développement de l'Afrique. Donc, ce n'est pas acceptable.
ce constat, oui. Ah oui, pardon. Donc ça, c'est le premier constat. Ensuite, qu'est-ce que c'est la transition écologique plutôt que la transition énergétique? Et c'est un point important, mais ils sont liés. La transition écologique, je ne vais pas vous donner la définition d'un avocat, je vais donner une définition simple. C'est passer de l'ère du pétrole à l'ère de l'économie durable, l'économie circulaire. Et ça, on le fait pour deux raisons. La première que tout le monde connaît, c'est le changement climatique. Mais la deuxième raison dont on parle moins, c'est qu'en fait, les ressources d'hydrocarbures sont des ressources finies. Et en fait, il y en a une certaine quantité, puis lorsqu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et cette date et cette échéance de la période où il n'y en aura plus, où il y en aura considérablement moins, va arriver dans le siècle dans lequel nous vivons. Donc, ce n'est pas une problématique dans 50 ou 100 ans. En fait, ça va commencer à arriver. On a déjà une contrainte énergétique aujourd'hui. Et cette contrainte énergétique, il se trouve qu'elle impacte plus l'Afrique que le reste du monde. Parce que c'est un des continents les plus pauvres. Aujourd'hui, l'Europe, elle n'a plus de gaz parce que les Russes ne lui fournissent pas du gaz. Ils ponctionnent tout le gaz du reste du monde à des prix exorbitants, mais ils ont les moyens de payer. Et donc, c'est les pays les plus pauvres qui en font les frais. Et ce sera vrai pour le pétrole. Et donc, il y va de votre souveraineté énergétique et de votre développement de protéger ces éléments et de savoir se les partager. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, comme je le disais, les solutions seront propres à chaque pays. L'autre aspect qui est fondamental à la transition énergétique, c'est les minéraux. Il faut se dire qu'il faut, dans un ordre de grandeur, à peu près 700 fois plus de minéraux pour faire des projets renouvelables qu'il faut pour faire une centrale à gaz ou à charbon ou nucléaire. Les ordres de grandeur sont considérables parce qu'il faut beaucoup plus de matières premières pour faire ces projets. Ça paraît paradoxal, mais c'est vrai. Et l'empreinte de ces projets minéraux est assez importante. Pour vous donner une idée, tout le monde parle du lithium, qui est un des minéraux essentiels pour passer aux voitures électriques, partout aux voitures électriques. Mais en fait, pour avoir le nombre aujourd'hui qu'on a de voitures, il faudrait utiliser toutes les ressources de lithium du monde entier juste pour faire les voitures. On n'utilise pour rien d'autre. Plus de téléphone, plus de portable, plus rien, les ordinateurs, non. Juste pour faire les voitures électriques, il faudrait utiliser tout le lithium qui existe dans le monde. Donc déjà, juste la voiture électrique, ça ne marche pas. Il faut augmenter par 40 la production de lithium pour arriver. Une tonne de lithium, c'est 2000 tonnes d'eau. On revient au sujet de l'eau. Vous avez le choix entre produire une tonne de lithium ou alimenter tout un village ou toute une ville en eau. Ça va être ça les débats. Et il se trouve que c'est votre avantage et aussi c'est votre inconvénient, c'est qu'une très grande portion des minerais qui sont nécessaires à la transition énergétique sont sur votre continent. C'est une chance, mais c'est aussi un malheur. Parce que les capitaux, que je représente, ils arrivent. Et ils arrivent en force. Et c'est des milliards et des milliards et des milliards qui sont débloqués, qui vont être investis sur votre continent pour aller chercher les hydrocarbures, parce qu'ils sont moins récurrents dans d'autres juridictions, et pour chercher ces minerais surtout. Et ces minerais ont une empreinte carbone, ils ont une empreinte écologique très importante. Et donc, bien les accompagner sera très important. Ce sera un défi pour vous. Ce sera le vôtre. Ensuite, sur cette économie circulaire, sur la façon de faire de l'Afrique, il ne s'agit pas de copier ou de répliquer simplement ce qui a été fait en Europe, ce qui a été fait en Asie, ce qui a été fait aux Amériques. C'est votre propre modèle. J'ai eu la chance, par exemple, de travailler en RDC sur un projet de mini-grid. Et la première fois qu'on m'a présenté ce projet de mini-grid, donc c'est des réseaux qui ne sont pas connectés au réseau national, où on met une petite centrale solaire. J'ai dit, OK, ben c'est pour des villages de combien? On m'a dit, c'est pour des villes de 250 000 personnes. Donc j'ai dit, ah oui, quand même. Et ce modèle-là n'existe pas dans le monde. Vous êtes le seul continent où on va le faire. Mais l'innovation, elle n'est pas limitée au Google et aux États-Unis ou en Chine ou ailleurs. Vous avez les moyens. Je le disais plus tôt, j'ai vécu en Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est a créé un système de paiement qui s'appelle M-Pesa, pour ceux qui connaissent. Bien avant que Apple ait créé son paiement
par téléphone ou d'autres. Et donc, vous avez cette capacité. Et c'est à vous. Et je pense que, pour terminer, parce que sinon ça pourrait durer très longtemps, je pense que les gens qui sont ici, c'est à vous à apporter ces solutions, à les ramener à travers vos voyages, à travers vos études. Et cette énorme diaspora que l'Africa, qui est probablement son minerai le plus cher, le plus important, de la ramener en Afrique dans la mesure où vous pouvez, parce que vous êtes en compétition avec l'Europe, parce que vous voulez, et de l'utiliser, de la faire éclore en fait pour développer votre continent. Bon, je vais m'arrêter là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Je pense qu'on arrive. Je pense qu'on arrive au tableau final qui consiste à donner la parole à celui pour qui on est tous là. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'honorable Omar Pène. Il est difficile à la fois, il est facile et difficile à la fois de présenter Omar Pène pour tout ce qu'il représente. Mais l'occasion de ces 50 ans de carrière donc nous amène à dire, faire un petit témoignage sur lui. 50 ans de carrière pour Omar Pène, c'est célébrer 50 ans de créativité, 50 ans de résilience d'un artiste qui a assis sa popularité sur la prise en compte du vécu des couches vulnérables de la société sénégalaise. Son observation du réel lui a valu des chansons devenues cultes, dans lesquelles Omar Pène traite de la condition, entre autres, de l'écologie, comme il a sorti, comme le titre de son dernier album Climat, des orphelins avec la chanson Dirim, des paysans avec Réoutar, pour ceux qui connaissent le répertoire un peu de Omar Pène, des femmes, notamment avec Bana, qui ne connaît pas Bana, rendant hommage notamment à sa muse. Une chanson donc qui rend hommage à son épouse, mais aussi à toutes les femmes. On en profite pour saluer Sokhna Bana, ici présente dans la salle. Oui. Des chansons notamment pour les jeunes, avenir de notre nation africaine. Pour évidemment les étudiants, avec un titre spécialement dédié aux étudiants. Donc à nous tous étudiants qui ont été étudiants et nous sommes encore étudiants. Nous restons étudiants. Comme il dit tout le temps, on est éternellement étudiants. Donc camarades étudiants, merci beaucoup pour cette chanson qui continue encore d'égayer nos journées. Donc autant de segments de la société dont par son engagement citoyen, il devient le porte-voix reconnu, puisque une place désormais lui est dédiée à l'université Cheikh Anta Diop, donc porte-voix reconnu des sans-voix. Le rayonnement à l'international d'Omar Pène s'est fait à travers la diaspora sénégalaise et africaine qui a souligné et relayé son engagement artistique et citoyen, notamment pour l'unité et la paix en Afrique, dans le monde et au-delà des frontières sénégalaises, évidemment. C'est ainsi qu'il a été lauréat en 2022 du prix d'excellence CEDEAO, section art musique, pour son engagement au service du panafricanisme, de l'unité et de la paix, prix qu'il a reçu en présence des chefs d'État africains de la CEDEAO, dont le président de la République, Macky Sall. La remise par l'Académie Charles Cros de son prix Coup de cœur Musique du Monde 2022 également a suscité une émotion particulière pour la représentation diplomatique sénégalaise, avec à sa tête son Excellence l'ambassadeur El Hadj Maguette Seye, ici présent. Ce prix récompense une œuvre musicale originale, de qualité, et vient s'ajouter, bien évidemment, aux multiples distinctions reçues par l'artiste et le Super Diamono de Dakar durant leur demi-siècle de carrière. Omar Pène et les siens représentent donc une grande fierté pour la communauté africaine en général et la communauté sénégalaise en particulier. L'artiste a également un lien très spécial, je le disais tantôt, avec les étudiants qui, à travers l'association donc étudiants 221 et notre ami Diallo qui nous accueille ici, ont voulu lui offrir cette tribune spéciale dans ce mythique lieu de savoir universel qu'est l'Université Paris-III Sorbonne Nouvelle,
en l'invitant à exposer sa pensée écologique et partager avec nous un moment particulier sur ses réflexions et sur les bons souvenirs et les bonnes expériences de sa carrière. Honorable Omar Pène, vous avez la parole. Je pense que avant même de prendre le micro, je pense qu'il nous a préparé une vidéo qu'il faudrait qu'on visionne d'abord. C'est ça, Grand? Oui. Donc, la vidéo, on va lancer la vidéo qui dure 6 minutes et après, il prendra le. Je m'appelle Omar Sall. Le travail de l'artiste Omar Pène inspire énormément mon travail, tant artistique que celui lié à l'enseignement. Son engagement pour le climat m'avait, par exemple, pendant la période Covid, inspiré un projet qui a été soutenu financièrement par l'Institut français au Sénégal, via son antenne à Saint-Louis, dirigée à l'époque par Marc Conseiller. 4 de ces thèmes fétiches nous ont servi de conducteurs. Le premier, les étudiants. Le projet a été entièrement réalisé avec les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, sous la houlette de Innocent. 2. L'engagement climatique. Une superbe capsule a été réalisée par l'étudiante Salom Sané pour attirer l'attention de la population saint-louisienne sur comment l'insalubrité, l'usage abusif du plastique avait un impact très négatif sur l'environnement, la ville étant une des plus menacées par l'érosion côtière. Ceci d'ailleurs est un des points centraux de la coopération entre le gouvernement français et sénégalais. 3. Les personnes âgées. Omar Pène a chanté Mam et moi j'ai réalisé Mamboy, en solidarité avec la fragilité dont les seniors faisaient l'objet lors de cette terrible pandémie. Enfin, le travail. Omar Pène promeut le travail décent, un travail qui garantit la dignité et le bien-être. Une étudiante a, toujours dans le cadre de ce projet soutenu par l'Institut français, réalisé une capsule qui montre la douloureuse vie qu'ont connue les artistes durant la pandémie. Saint-Louis aime bien Omar Pène et le lui rend bien. Cette magnifique ville, patrimoine, est aujourd'hui sous la menace de la furie climatique. Cette région, qui abrite aussi l'un des parcs ornithologiques les plus puissants au monde, le parc de Dieu, assiste grandement par la faute de l'homme à ce qui pourrait être sa perte si rien n'est fait. En restant dans l'alerte constante, Omar Pène joue son rôle d'humaniste. Voilà. Le système D, ça marche hein, parfois. Voilà, mon grand. Vous pouvez faire assis ou... Bon, c'est parfait. Merci, bonsoir. Allô? Ah. On doit faire un chanteur devant un micro. En tout cas, nous pouvons construire le monde sans détruire la terre. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président de l'Université de Sorbonne, Monsieur le représentant directeur de l'Université Cheikh Anta Diop, Mesdames, Messieurs les enseignants et enseignantes, Monsieur le Président de l'association l'étudiant 221, mes chers camarades étudiants et étudiantes, comme j'ai l'habitude de vous appeler. Je salue aussi mon très cher frère, le consul de Lyon, Ibrahima Mouek, et chers invités. Je voudrais tout d'abord remercier l'association étudiant 221
d'avoir organisé ce symposium sur le thème l'Afrique face aux défis de la transition écologique et du développement économique. Un symposium qui entre dans le cadre de mes 50 ans de carrière musicale que j'ai placé sous le thème du climat, le titre de mon dernier album. L'Afrique est l'une des régions du monde les plus impactées par le réchauffement climatique et elle pollue moins que le reste des autres continents, avec les conséquences inégalitaires du changement climatique entre les pays du Nord, industrialisés et moins touchés par le changement climatique, et les pays du Sud, moins pollueurs et plus menacés. La transition écologique et le développement économique de l'Afrique ne peut se faire sans plus d'équité et de justice climatique. Les générations actuelles ne doivent pas compromettre les intérêts des générations futures, ce qui soulève la question de la responsabilité. On entend souvent dire que la planète va mal, que la Terre souffre, que notre environnement se dégrade de jour en jour. Les défis à relever sont nombreux. L'érosion des sols, les pollutions atmosphériques et aquatiques, l'extinction d'espèces, la perte de la biodiversité, les modifications climatiques, la disparition des forêts, la dégradation du milieu de vie. Les énergies fossiles surchauffent la planète. Sous nos yeux, les forêts du monde brûlent, les inondations et les sécheresses augmentent et tuent des milliers de personnes. La situation sur le plan environnemental est donc très alarmante et le plus souvent, on pense que nous ne sommes pas concernés. Face à ce spectacle, face à ce que je considère comme une blessure écologique, il nous faut adopter un nouveau comportement envers la nature. Il est impératif de réorganiser notre environnement et d'y porter un nouveau regard, de passer un nouveau contrat avec la nature. L'éthique environnementale est aujourd'hui la meilleure alternative pour apprendre aux populations cette nécessité qu'il y a de rendre plus sain notre environnement quotidien. C'est dans ce sens qu'il faut placer la transition écologique comme un levier de développement. Elle permet de développer de nouveaux modèles de production, d'accéder à de nombreux marchés et de créer des emplois. Avec le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources et les risques environnementaux, la transition écologique devient un impératif. Pour l'Afrique, cette transition écologique passe nécessairement par un nouveau modèle économique qui reconsidère nos façons de consommer et de produire. L'urgence climatique nous incite tous et toutes à revoir le plus rapidement possible nos comportements. Le développement économique n'est pas incompatible avec la transition écologique. Il nous revient à tous de tout simplement changer nos modes de production et de consommation. Nous devons construire un développement à l'africaine. La conciliation du développement économique et de la transition climatique en Afrique passe nécessairement par un retour à nos cultures et à nos traditions pour réintroduire une dimension éthique dans nos rapports avec nos environnements quotidiens. Car en Afrique, la préservation de l'environnement n'est pas partie de
textes légaux tels que les décrets, les codes forestiers, les conventions internationales. Beaucoup de nos mythes et légendes visent à protéger certaines ressources végétales, animales et même certains endroits de la nature liés à la culture. C'est le cas, par exemple, du bois sacré en Casamance. Nous pouvons donner l'exemple également des totems liés à des familles qui ont ainsi l'obligation morale de les protéger et de ne, sous aucun prétexte, les consommer car ils protègent des communautés. Oui, nous pouvons construire le monde sans détruire la terre. Le chapitre 3 de la charte de Kurukan Fuga, datant de 1236, est consacré à la préservation de la nature et nous exhorte à prendre toutes les précautions nécessaires avant d'agir sur la nature. Il faut introduire ces éléments de notre culture dans nos politiques environnementales, car il est vain de penser que nous pourrons arriver à un développement si nous négligeons la dimension culturelle qui pose la question des styles de vie et de la place que nous accordons à notre environnement et aux générations futures. La Grande Muraille Verte, ce projet de reboisement pour lutter contre les effets du changement climatique et la désertification en Afrique, qui traverse tout le continent africain sur 7800 km, de Dakar à Djibouti, en passant par 11 pays, est une bonne initiative, mais qui se tarde à se concrétiser. Nous devons tous nous engager dans la lutte contre le changement climatique. Le bouleversement climatique mondial pose des défis majeurs aux acteurs du développement. La protection du climat doit tous nous concerner. C'est la vie de la planète qui est en jeu. Alors, n'attendons pas. C'est maintenant qu'il faut réagir. Comme je l'ai dit dans la chanson, le changement climatique est l'un des grands défis de notre temps et la plus grande menace pour l'humanité. Peu importe où nous vivons, le climat n'a pas de frontières. Pour une solution globale et solidaire à ce dérèglement mondial, préservons notre environnement et nos ressources naturelles. Consommons et produisons utilement et concilions développement, qualité de vie et environnement en mettant en avant l'intérêt général de l'humanité. Les enjeux climatiques sont nombreux. Atténuation des émissions à gaz à effet de serre, l'adaptation climatique, la justice et le financement climatique. Je vous invite à vous engager sur ces urgences écologiques. Il nous faut développer une croissance verte, c'est-à-dire concilier la transition écologique et le développement en favorisant une croissance économique qui limite ses empreintes négatives sur la planète. Il nous faut trouver un compromis entre le développement durable et la croissance économique. Je vous remercie de votre honneur. Chers camarades, comme vous le savez, je suis en train de fêter mes 50 ans de carrière et le 11 février, c'est-à-dire samedi prochain, il y aura un concert au Trianon à Paris. Et comme il était prévu de faire un petit concert gigue acoustique, malheureusement, les moyens ne sont pas réunis, notamment techniques, etc., etc. Et les musiciens qui devaient m'accompagner ne sont pas encore arrivés sur Paris. Mais, alors, je vous invite
à venir effectivement assister à ce concert-là. Avec une très bonne nouvelle, parce que j'en ai discuté tout à l'heure avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur. Il m'a promis effectivement qu'il va vous donner gracieusement quelques billets pour que vous puissiez venir assister à ce concert-là. Donc, camarades, en tout cas, tout ce que nous devons faire, c'est de remercier son Excellence. Sans aucune gloriole, je me permettrai de dire que c'est un homme bien. C'est un patriote, quelqu'un qui aime son pays et qui adore ses compatriotes. Depuis que je l'ai rencontré, au mois de novembre, dans son bureau, il m'a accueilli. Et quand je lui ai parlé du réchauffement climatique, il m'a tout simplement dit que je ferais partie du comité d'organisation. Parce qu'en fait, je crois que ça nous interpelle tous. Et on fera honneur à notre pays, à notre continent, disons. Parce que, comme moi, il est panafricaniste. D'où, aujourd'hui, il a invité certains de ses collègues. Et je suis très heureux quand même de voir effectivement que certainement, on fera d'autres conférences parce qu'on n'a pas encore fini de parler de ce réchauffement climatique-là. Je remercie encore une fois cette université, la Sorbonne, qui est très mythique. Très franchement, en parlant de Sorbonne aujourd'hui, ça nous ramène à quelque chose qui a son importance, c'est l'étudiant. Tous les étudiants qui sont sortis de cette illustre université sont devenus des gens qui comptent à travers le monde, je dirais même en dehors de la France et de l'Afrique. En tout cas, je suis très honoré, très heureux de partager ce moment-là avec vous. Et j'ose espérer que le 11, Inch'Allah, on fera la fête et je vous promets que le meilleur concert que j'aurai à produire, ce sera ce samedi-là. Merci. Merci beaucoup. Donc, le message est entendu des étudiants. Monsieur Émile Bakhoum est le patron des étudiants sénégalais à l'étranger. Donc, c'est à lui qu'il faudra mettre la pression pour vos billets. Voilà. Merci. Pour confirmer que l'ambassadeur est un homme bien, si besoin en était encore, je vous annonce qu'il vous offrira des billets pour le concert de Doyen Pène le 11 prochain. Donc, les billets sont déjà offerts. Merci, Excellence. Voilà. Ton bureau sera rappelé. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Je pense que, honorable Omar Pène, les étudiants ont aussi des surprises pour vous. Je pense qu'ils ont prévu de vous honorer. Et je pense que si tout est prêt, Henri, comment ça se passe? Monsieur le Président, il reste là-bas et il donne des ordres. Henri. Et il ose donner des ordres au chef de service des étudiants. Henri, quand même. Donc voilà, le chef de service des étudiants et Monsieur le Président des étudiants vont donc honorer Monsieur Omar Pène, camarade étudiant. Au nom de l'étudiant 221, je remets au doyen Pène un diplôme de reconnaissance. Reconnaissance pour votre engagement exceptionnel, sans faille pour les causes nobles et surtout pour la cause estudiantine.
Doyen Pen. Doyen Pen, merci profondément et infiniment pour tout. Nous sommes très fiers de vous et félicitations. Que Dieu vous bénisse. Bon, c'est pas fini, hein. Étant donné que le doyen a fait son jubilé d'or, donc il faut marquer l'occasion comme il se doit. Donc l'étudiant 221, honoré avec ce trophée. Merci beaucoup. Émile, ils attendent bien. Et moi aussi, hein, je suis étudiant, il faut quand même dire. Merci beaucoup, Harry. Maintenant, nous allons passer à une petite séance de questions-réponses. Je suppose qu'il y a dans la salle quelques personnes qui voudraient poser des questions. Avant de passer de l'autre côté de la salle, parce qu'il y a des choses intéressantes là-bas qui sont bien pour la santé. Alors, bonjour à tous. On va passer à une session de questions-réponses. Donc, je vous laisse la parole dans le public. Si jamais vous avez des questions que vous voulez poser à Monsieur l'ambassadeur, à Omar Pen ou à nos différents intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux étudiants qui ont organisé cette journée aujourd'hui. Je me présente. Je me nomme Matamba. Monsieur l'ambassadeur, merci. Peut-être l'invitation qu'on m'a donnée n'a pas passé au niveau de l'ambassade, mais actuellement, je suis en mission. Je représente le ministère des collectivités territoriales. Le ministre Mamadou Talla vous salue. Salue aussi notre idole, Omar Pen. Je suis là en tant que représentante du ministère sur l'invitation de M. Hassan Ndoye, qui représente Omar Pen ici. Peut-être que je suis dans les deux côtés. En même temps, je suis membre de la SUD. C'est pourquoi ils m'ont envoyé directement l'invitation. Si on est en face de lui, c'est notre père. Je ne peux même pas parler, c'est notre père, mais en tant que je suis venu en mission, c'est pour vous dire que le ministère des collectivités territoriales est là. À mon nom, je suis président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique locale et de la formation. Merci à vous tous. Merci à Tata Bana. Merci à la famille Diamono qui est là. Merci à Ousmane. Merci beaucoup. Alors, on a une autorité. Ça serait bien que les étudiants aussi prennent la parole, qu'ils disent ce qu'ils pensent par rapport à l'environnement. Donc, je vous donne la parole aux étudiants d'abord, après on verra encore pour les autorités. Non. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant ce public bien garni en connaissances et en ressources qui nous est cher. Et pour juste parler de l'écologie, j'aimerais juste aborder la question, enfin pas aborder la question parce que je pense que les personnes qui sont sur le plateau ont fait le tour. Mais j'aimerais juste ajouter que nous autres étudiants ne doivent pas être inactifs face à la question de l'écologie. Ne soyons pas ce qu'on appelle des passagers clandestins, pour parler en sociologie. Prenons des initiatives. Pensons à notre avenir. Pensons
pas à demain, pas à l'après-demain. Pensons au siècle qui arrive. Peut-être que actuellement, le réchauffement climatique nous impacte moins, mais pensons à nos fils, à nos futurs petits-enfants. Prenons des initiatives. Changeons nos modes de consommation et de production. Produisons ou essayons de produire plus bio. Pensons au recyclage, au triage. Et ensemble, si chacun d'entre nous donne ce qu'il peut face à la question écologique, je pense que, je ne dirais pas le Sénégal, mais plus le monde sera dans un penchement meilleur. Si nous prenons des exemples comme au Brésil, où il y a eu récemment une falaise qui a chuté et il y avait des touristes en même temps, sans être prévenus de cela, je pense qu'il y a un problème urgent qui s'impose. Le Pays-Bas, un pays occidental, il est menacé de disparition dans certains, je dirais pas longtemps, mais dans quelques années. Pourquoi? Parce que le niveau de l'eau est très élevé. Les chutes des glaces causées par notre action, malheureusement. Et je pense que l'heure est arrivée de vraiment faire des efforts ensemble. Je vais donner la parole à Monsieur l'ambassadeur. Écoutez, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup, cher frère. Je suis très heureux d'être là. Alors moi, je suis très heureux de voir Omar Pène parce que il a toujours 22 ans et je suis très heureux. Vous savez, la planète, c'est notre chose commune. Comme disait Jacques Chirac, un président français, il ne faut pas attendre que la maison brûle pour courir. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler pour que tout le monde se mette au travail pour préserver notre planète. Il y a beaucoup d'étudiants ici, et nous les aînés, essayons de prendre tous les jours des initiatives. C'est-à-dire, par exemple, quand on retourne au pays pour des vacances, on a tous des villages. Un village d'où on vient. Il faut prendre l'initiative, peut-être, de planter un arbre quand vous êtes chez vous. Ça, c'est une initiative concrète. On a tous le village. Plantez à chaque fois que vous pouvez des arbres. Ça peut aider notre planète. Et éduquons nos enfants à bas âge sur la notion de la planète, sur ce que représente l'eau, la nature et notre environnement. Je vous remercie. Alors, on va prendre une dernière intervention. Quelqu'un de la société civile? Monsieur Fleur. Merci beaucoup, Charles. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, notre invité d'honneur, Omar Pène, qui a longtemps bercé, en tout cas, notre jeunesse, maître, les panélistes, je vais faire l'économie du temps, mais je suis particulièrement heureux d'être là ce soir pour deux raisons. La première, je représente son Excellence Souleymane Jules Diop, ambassadeur délégué permanent du Sénégal à l'UNESCO, qui m'a demandé de le représenter. Je suis également ici en tant que membre fondateur de l'association d'étudiants 221, ancien président. Je suis très honoré et je suis d'autant plus heureux de voir que nos jeunes frères poursuivent l'œuvre et encore bien plus que nous le faisions. À côté de moi, Rosalie Gueye, qui fut la deuxième présidente de cette association. Ceci m'amène à dire, ou pour en tout cas reprendre ce que dit notre invité d'honneur, il faut agir. Le président l'a dit Henri tout à l'heure, il faut s'engager, chère jeunesse, pour le continent, pour le développement de l'Afrique. Cependant, j'ai une question pour les panélistes. Peut-on véritablement arriver à l'objectif ultime de neutralité carbone sans sincérité? Je veux dire par là le respect des engagements. On nous demande de faire des efforts. Oui, il faut faire des efforts naturellement
Pourtant, on est le continent le moins pollué avec moins de 4%. Les pays en développement n'ont besoin malheureusement que de 100 milliards de dollars par an. Et ceci tarde toujours à venir. Et pourtant, nous jouons notre partition avec, il l'a rappelé, notre invité d'honneur Omar Penn, la Grande Muraille Verte. Et nous avons aussi un tiers des réserves, un quart plutôt des réserves mondiales avec le bassin Congo. Je pense que l'Afrique a un potentiel, l'Afrique est en train de jouer sa partition, mais il faut, je pense, davantage beaucoup de sincérité de la part des grandes puissances, les pays qui polluent le plus. Et il faut appliquer le principe du pollueur-payeur. Je vous remercie. C'était l'avant-dernière intervention, juste une dernière intervention, après on aura fini, on va clôturer. Donc je vous laisse madame, après ça sera fini. Bonsoir à tout le monde, monsieur l'ambassadeur, tonton Omar Penn, je suis très heureuse de vous voir enfin pour de vrai parce que vous avez bercé mon enfance au Sénégal. Enfin, en live, quoi. Oui, voilà. Parce que je m'appelle Fatoumata Sakho, je suis attachée parlementaire à l'Assemblée nationale, mais je suis là aussi en tant qu'Africaine parce que je suis née, j'ai grandi au Sénégal. J'ai eu l'occasion de discuter tout à l'heure avec des panélistes juste avant leur intervention sur la nécessité d'une conscience collective entre Européens et Africains parce que, qu'on le veuille ou non, on a une destinée commune. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine a des conséquences au Sénégal. Donc, moi, j'aimerais attirer votre attention sur l'importance d'une conscience collective par rapport aux défis planétaires, par rapport aux défis écologiques, parce que nous devons tous mobiliser nos forces pour changer la vie des générations futures. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Merci beaucoup. Maintenant, je pense que nous allons passer aux choses intéressantes, pour ne pas dire plus intéressantes. S'il y a des réponses à ces interventions, donc vous voulez peut-être répondre, ou bien, oui? Non. Bon. C'est bon? Alors, je vais peut-être répondre à la question qui portait sur l'exigence de la neutralité carbone vis-à-vis des pays africains. Aujourd'hui, on le sait, le continent africain dans son entièreté, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. C'est rien. C'est une goutte d'eau dans la mer. Donc oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a certains discours qui encouragent la mobilisation des acteurs africains à aller vers des pratiques éco-responsables, etc. Aujourd'hui, je pense que le concept d'éco-responsabilité est un peu exagéré vis-à-vis des populations, parce que pour pouvoir aller vers l'écologie, il faut déjà traverser la phase d'industrialisation massive. Et comme j'en parlais aussi avec les panélistes aussi présents, mais je pense que sincèrement, l'Afrique a besoin plutôt de trouver un modèle de résilience économique face aux impacts écologiques, plutôt que d'aller vers une conscientisation qui finalement n'est basée sur quoi? Aujourd'hui, la conscience écologique, si on devait la comparer entre un Européen et un Africain, je pense que la conscience, elle est le caractère précieux de la ressource est quelque chose de très ancré chez les populations africaines. Je pense au contraire qu'il faut regarder qui pollue aujourd'hui. Qui pollue vraiment à l'échelle planétaire? C'est l'Occident, c'est l'Asie, voilà les responsables. Et je pense que les personnes qui subissent les effets de cette pollution ne doivent pas être mis au devant de la responsabilité. La responsabilité, elle est ailleurs. Maintenant, l'Afrique doit se poser la question comment se positionner dans l'échiquier international au vu de l'impact de ces pratiques sur le continent. Il va falloir être robuste, il va falloir trouver des moyens de résilience. Mais la responsabilité, pour moi, elle est sur celui qui pollue, et celui qui pollue, il est ici, il est là, et il n'est pas en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fofana. Merci, Maître.
Merci Omar Pène. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci beaucoup. Merci, camarades étudiants. Maintenant, nous vous invitons à casser la croûte ou dîner à côté, dans la salle à côté. Merci pour votre présence. À très vite. Juste pour un petit rappel, faudra